Alors que je pensais devoir dormir ma pire nuit à Gletsch, j'ai dormi comme un roi. Cette nuit, je me suis installé dans un vieux wagon construit en 1903. Je suis de retour au camping de Oberwald. Marcel m'a ramené en bas, il m'offre le gîte pour cette nuit. Je suis de retour à Gletsch. On est parti pour l'hôtel Belvédère, un peu plus de 2 heures de marche. Je suis arrivé à l'hôtel Belvédère à près de 2300 mètres d'altitude. La vue est prodigieuse. Mon idée cette nuit, c'est de monter l'abri tout près du glacier du Rhône. Je vais essayer de gagner un peu en altitude encore pour pouvoir trouver le meilleur endroit. Le glacier du Rhône, c'est 8 km de glace. Ces grandes étendues blanches que vous voyez là en bas, ce sont simplement des bâches installées pendant l'été pour tenter de réduire le recul du glacier. Il y a beaucoup trop de pentes, c'est que de la caillasse, impossible de trouver un endroit où je peux installer la tente. En attendant, je vous propose d'aller voir une ancienne installation militaire des environs de 1890. Alors il n'y a rien de secret dans tout ça, il suffit de suivre le sentier officiel pour tomber dessus. Comme je vous l'ai déjà dit, les cols alpins, notamment la Fourca, ont été dotés d'infrastructures militaires pour veiller à ce qu'il n'y ait pas des intrus qui y passent. Je vous propose qu'on aille voir ce bâtiment d'un petit peu plus près. C'est fermé. Évidemment, il y a plein de portes. Wow. C'est un truc de fou. Oh, celle-là, elle est immense. Regardez-moi le système de fermeture. Ah ouais, d'accord. C'est l'entrée principale en fait. Et là, on arrive de l'autre côté. Regardez là, si on peut voir quelque chose. Ok, donc en fait c'est tout le coin qui est rempli d'infrastructures militaires. Derrière moi il y a encore des baraquements. Et plus loin encore il y a des immeubles, des bâtiments. Je vais aller faire un tour du côté du grand bâtiment en béton
Ouais, la vue est vraiment impressionnante. On comprend que l'armée y ait installé tout ça ici. Tout est fermé, j'imagine. Regardez-moi ces volets, quoi. L'épaisseur des machins. Il y a une espèce de vieux d'appareil là. Les vitres sont tellement sales que on voit rien du tout. Regardez voir le portail. C'est vraiment un truc de sauvage, purée. Je me demande bien ce qu'il peut y avoir dans ce machin. C'est dommage, tout est fermé. On peut pas voir ce qu'il y a dedans. Une espèce de bunker là-haut encore. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est juste une poutre en métal. Par contre ça a vraiment l'air intéressant. On a des espèces de couloirs en ruine. Et surtout là-haut, on a une tourelle de canon avec un filet de camouflage. Et on est à près de 2400 mètres d'altitude ici. C'est vraiment comme des petits couloirs. Waouh! Un truc de fou. Regardez-moi ça. Ah, là on peut rentrer. Regardez ça. Ouais, évidemment c'est fermé derrière. Bon alors, je m'en doutais, on peut pas y rentrer. Il y a encore des trucs d'aération. On va essayer de monter tout en haut. Un poste de tir qui pointe en direction du col de la Fourca. Il y a certainement encore d'autres bunkers, d'autres postes de tir cachés. C'est juste immense, toutes ces montagnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre le col de la Fourca. C'est juste là-bas derrière. J'y suis bientôt. Il s'agit du 4e plus haut col de Suisse. Tout comme le col de Jamant et le col de Chaude, il marque la séparation des eaux du Rhin et du Rhône. À l'époque romaine, ce col servait déjà de passage entre l'Est et l'Ouest. De nombreux commerçants l'employaient pour y faire transiter leurs marchandises, des pots, du sel, du vin. Il commence à pleuvoir, je vais essayer de me trouver un abri assez rapidement. Une nouvelle étape s'achève, Fourca Pass, 2436 mètres. Il ne me reste plus qu'à dire au revoir au Valais, puisque la Fourca, c'est aussi le passage au canton de Oury. J'ai rejoint les baraquements militaires à la Fourca. C'est par ici que je vais passer la nuit. Tout a l'air complètement vide, mais ces bâtiments sont encore utilisés de nos jours. Ces baraquements ne m'inspirent pas du tout. Du coup, je vais redescendre au Belvédère. C'est ici que je vais passer la nuit à près de 2300 mètres d'altitude. Je pensais avoir trouvé le coin idéal, mais en fait, c'est vraiment une ruine ce truc. L'eau est en train de goutter depuis le plafond.
Du coup, ce que j'espérais être la meilleure nuit sera certainement la pire. Bonne nuit. Il est 7 h. Le plafond est complètement humide. Il n'a pas arrêté de me tomber de l'eau dessus, mais j'ai survécu. J'ai pas envie de moisir ici. Ils annoncent encore de la pluie, alors je vais avoir quitté cet endroit. Je crois que j'ai trouvé un beau spot pour mon petit déjeuner. Regardez un peu la vue sur le glacier. Aujourd'hui, 800 mètres de descente. On va se marrer. Une petite descente assez raide pour arriver jusqu'à la sortie du tunnel de la Fourca. Environ 250 mètres en contrebas. Je suis vraiment tout seul dans cette montagne. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a un peu partout des terriers comme ça. Mais j'ai pas vu encore une seule marmotte. Voici donc la sortie du tunnel sommital de la Fourca. À partir d'ici, la voie de chemin de fer suit la rivière Fourca-Reuss et mon sentier également. Je viens de voir les premières marmottes de tout mon voyage. Elles sont 3, il y en a une qui monte la garde et 2 autres qui sont en train de jouer. C'est plein de myrtilles partout. Et en plus, elles sont super bonnes. J'ai un gros problème, mon genou me fait super mal à nouveau. J'arrive plus du tout à plier la jambe. Je sais pas si je vais pouvoir arriver jusqu'à Göschenen. Dans tous les cas, il va falloir que je descende jusqu'à Réalp, là-bas en bas. Ça y est, je suis devenu berger. J'ai tout un troupeau avec moi. J'arrive peu à peu en bas, je vais encore descendre près de la rivière là-bas. Je vais sûrement planter la tente par ici, il n'y a pas grand chose plus loin. Il risque d'y avoir un petit peu de pluie cette nuit. Alors il faut choisir un endroit pas trop creux si on veut pas être dans une baignoire le lendemain. Il fait très froid ce matin. Je suis resté dans ma tente encore un petit moment. Je me suis remis en route. Ça a l'air d'aller, mais il faut que je fasse très attention. J'arrive tout gentiment vers Réalp et je me trouve en ce moment devant le hangar des locomotives de la Fourca. Réalp est un petit village où, jusqu'en 1876, des capucins dirigeaient un hospice. Avec l'ouverture du col de la Fourca, l'économie s'est beaucoup développée. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on trouvait d'ailleurs encore ici une fabrique où l'on tissait la soie. En traversant Réalp, je m'approche un peu plus du Gotthard. Et justement, ma destination du jour correspond au point de départ pour atteindre le col du Gotthard, Hospental. Quelques minutes, je serai à Hospental. C'est là que je vais dormir.
mauvaise nouvelle, on ne peut pas entrer dans la tour, c'est fermé avec un gros cadenas. Du coup, je vais devoir trouver un autre endroit, mais je vais quand même vous présenter l'histoire de cette tour parce que ça en vaut la peine. Le fondateur de cette tour était un chevalier du XIIIe siècle, un certain von Hospenthal, une famille qui existe encore de nos jours. En 1230, la position stratégique de Hospenthal fait des envieux. Frédéric II annexe ainsi le Val entier au Saint-Empire romain germanique. En 1283, le bailliage passe à la dynastie des Habsbourg. Puis, c'est une famille uranaise qui reprend le contrôle du Val Urseren. En 1410, le château est abandonné. 15 ans plus tard, la tour est vendue pour un bœuf. Mais elle tombe en ruine jusqu'en 1898 où des travaux de restauration sont entrepris. On voit encore de nos jours les poutres en bois qui servaient jadis, durant son heure de gloire, à soutenir un chemin de ronde. À l'origine, l'entrée se faisait par la petite porte que vous voyez là. Et juste au-dessus, ici, c'était les toilettes. Bon, j'ai dû changer tous mes plans puisque la tour est inaccessible. J'ai dû chercher un autre endroit pour dormir et c'était plutôt compliqué parce que déjà, il y a vraiment beaucoup de vent, il fait très froid. Et puis 2, il est littéralement interdit de planter la tente dans cette commune, ici à Hospenthal. Impossible d'installer mon abri quelque part. J'ai dormi dans un endroit complètement incroyable. Hier soir, pendant que je me préparais à manger, un Allemand est venu vers moi et cherchait aussi un endroit pour passer la nuit. Et du coup, on s'est installés tous les deux ensemble dans l'église du village d'Hospenthal. Je vais me lever avant que les gens arrivent pour la messe parce qu'on est dimanche. Et voilà, nos deux routes se sont séparées. Lui, il continue en direction du Gotthard et moi, je descends sur Göschenen. J'ai été très content de croiser cet Allemand hier soir, galérer pour trouver un endroit pour la nuit. C'était vraiment dur à supporter. À son arrivée, ça m'a vraiment fait du bien de savoir que j'étais pas seul dans cette galère. À l'origine, l'accès à Andermatt et au Val d'Urseren était impossible depuis le nord en raison des dangereuses gorges du Schölenen. Aucun chemin ne permettait de franchir ce passage tortueux et du coup, la route la plus simple était depuis les Grisons. Andermatt, c'était le dernier village avant ma destination finale, Göschenen. Pendant très longtemps, les gorges du Schölenen sont restées impraticables. Au Moyen-Âge, avec l'augmentation du transit par le col du Gotthard, il devint nécessaire d'ouvrir une voie entre Uri et le Val d'Urseren. La première route fut construite, celle du pont du Diable, et en voici sa légende. Les Uranais, désireux d'ouvrir cette nouvelle voie, étudièrent le passage. Mais ils durent rapidement se rendre à l'évidence. Les roches étaient beaucoup trop glissantes pour pouvoir y aménager quoi que ce soit. Alors, l'un des chefs s'exclama que le diable construise lui-même ce pont. Le soir même, un sinistre individu vint toquer à la porte de ce chef uranais. Le mystérieux individu lui dit alors « Dans 3 jours, ton pont sera construit, mais il faudra me livrer l'âme de la première personne qui le traversera. » Le chef accepte le marché et 3 jours plus tard, le pont est en effet achevé. D'un côté, tous les villageois se réunissent pour admirer l'ouvrage et de l'autre, le diable attend le premier passage. Personne n'ose s'avancer. L'un des fermiers envoie alors un de ses boucs traverser le pont. Le diable, qui comprend la supercherie, s'en va alors chercher une immense pierre
de plus de 2000 tonnes afin de détruire sa construction. Vers Göschenen, une femme l'aperçoit. Elle lui dit alors: mais pourquoi se presser? Prends donc une pause. Le démon lui accorde raison et pose sa pierre. Il se repose un moment. Pendant ce temps, discrètement, la femme plante une croix dans le rocher. Et lorsque le diable veut le reprendre, il n'arrive plus à le soulever. Alors il aperçoit la croix et il comprend qu'il s'est fait avoir une seconde fois. Depuis, la pierre est restée à Göschenen. Il faut savoir qu'avant la construction du pont de la légende, il existait déjà une passerelle suspendue le long de la falaise. Mais celle-ci a été emportée lors d'une crue, d'où la volonté de construire un pont beaucoup plus solide. Le pont de la légende a été remplacé par celui que nous voyons encore aujourd'hui. Néanmoins, l'histoire fascine toujours autant et le monument est tout aussi impressionnant. Et c'est ici, à Göschenen, près de ce gros rocher, que se termine cette vidéo. Ce gros rocher qui n'est autre que la pierre que le diable a voulu jeter sur le pont et qui, en 1980, a dû être déplacé d'une centaine de mètres afin de permettre le passage de l'autoroute. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine exploration. Ciao!